Bonjour à tous. 130 ans après, l'Assemblée nationale rend justice à Alfred Dreyfus, cet officier français accusé à tort en 1894 d'avoir livré des documents à l'Allemagne. Il est condamné au bagne à perpétuité. L'erreur judiciaire sera réparée. Il est réintégré dans l'armée, mais sa progression militaire a été freinée. Aujourd'hui, une proposition de loi est examinée pour réhabiliter Alfred Dreyfus. La séance est ouverte. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, merci de présider cette séance importante pour l'histoire parlementaire. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission nationale, Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, honorables collègues députés, chère famille Dreyfus également qui vous trouvez en tribune. Voilà que par le lent passage du temps, il est proposé à l'Assemblée nationale d'élever à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. En tant que rapporteur, je remercie la Commission qui a validé à l'unanimité cette proposition de loi déposée par Gabriel Attal, texte que je sais dans le cœur, attendu par plusieurs d'entre vous sur ces bancs. Je veux croire que nous mesurons toutes et tous le caractère particulier de ce débat. Par notre vote, la République va réparer une erreur, celle que l'officier Dreyfus dut subir en 1906 lors de l'adoption de la loi le réintégrant dans les cadres de l'armée, loi qui ne le réintégra pas au grade qui lui revenait de droit. Une erreur qui ne fut en rien anecdotique, puisqu'elle brisa pour de bon sa carrière militaire, alors que la justice venait tout juste de l'innocenter. Une erreur qui resta une blessure à l'honneur de ce soldat, dont l'armée était la vocation d'une vie. Alfred Dreyfus naît à Mulhouse en 1859. Il est un enfant de l'Alsace, cette si belle province du Rhin, où fut écrit notre hymne national et qui donna à la Révolution puis à l'Empire tant de leurs généraux. Jeune garçon, il assiste à la défaite traumatisante de 1870. La famille de vieille lignée alsacienne juive opte pour la nationalité française et doit quitter sa terre ancestrale. Élève brillant, il sort de Polytechnique en s'engageant dans l'artillerie et réussit son admission à l'école supérieure de guerre. Il en obtient la mention très bien, le brevet d'état-major et un classement excellent, 9e sur 81. Alfred Dreyfus a trouvé sa raison d'être, servir la France par son glaive. Il veut servir l'armée, la glorieuse armée française, celle de Bouvines, de Rocroi, de Valmy, d'Austerlitz. Cette armée, il en rêvait, qui finirait par laver la débâcle de Sedan. Le jeune officier est remarqué pour son intelligence, son sérieux, son esprit méthodique, sa culture, une forme de discrétion également. Il est un pur produit du cartésianisme à la française et de la méritocratie républicaine. Ce jeune officier d'élite est promis aux plus belles perspectives. Soudain, en 1894, s'abat la terrible machination dans une société électrisée par le nationalisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Lui, qui était d'abord un Français, un officier français, la foule haineuse ne le voit plus qu'en juif. Ce sont les 12 années de l'affaire bien connue. Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation innocente Dreyfus de l'accusation portée, rien ne reste debout, écrivent les juges. La vérité judiciaire est dite. Le lendemain, 13 juillet, ici même, la Chambre des députés adopte un projet de loi portant réintégration dans les cadres de l'armée du capitaine breveté d'artillerie Alfred Dreyfus avec le grade de chef d'escadron, c'est-à-dire commandant. Or, c'est là, chers collègues, que se noue le problème. Il est réintégré en dessous du grade auquel il aurait pu prétendre. Il est encore pénalisé, amputé de 5 années d'avancement. Très vite, il remarque la maldonne. Il semble, selon les historiens, que celle-ci soit d'abord une erreur administrative, fruit d'un malentendu. On s'activait surtout pour obtenir la Légion d'honneur à Dreyfus, qu'il reçut d'ailleurs dans une cérémonie émouvante
à l'école militaire, on pensait qu'il ne continuerait pas sa carrière. Or, Dreyfus veut toujours servir l'armée, malgré la forfaiture organisée contre lui par quelques chefs indignes. Songez bien, mesdames et messieurs, chers collègues, ce que nous dit cette volonté de continuer à servir, du sens du devoir, du courage et de la générosité des sentiments de cet officier. Quelle force d'âme, quel culte de l'armée il faut avoir aussi, à l'issue d'une telle conspiration, de vouloir enfiler l'uniforme. Car c'était ça, Dreyfus, souvenez-vous, cet exemple de patriotisme qui s'écriait le matin d'hiver de son humiliante dégradation. « Vive la France, vive l'armée !» criait-il. En 1906 et 1907, il s'active en coulisses pour tenter de corriger l'erreur. Il prépare même une proposition de loi rectificative, sans succès. Le gouvernement refuse, à l'époque, de rouvrir le dossier. Âgé de 46 ans, Dreyfus comprend qu'en raison des règles d'avancement et de limite d'âge, il ne deviendra jamais officier général. Sa carrière est terminée, il demande à contre-cœur sa mise à la retraite avec, je le cite, « une profonde tristesse, mais aussi avec le sentiment très vif de remplir son devoir de dignité ». Fin de citation. Fidèle à son armée, ce patriote demeure réserviste. Il est des premiers qui se réengagent en 1914. À la fin de la Grande Guerre, il est au front, au chemin des Dames et à Verdun. L'Alsace-Lorraine est libérée. En 1918, il est certes nommé lieutenant-colonel de réserve, là aussi bien trop tardivement. Cependant, l'erreur de 1906, l'erreur originelle n'est pas corrigée. Un siècle durant, cette injustice fut peu à peu oubliée. Puis un président de la République en 2006, une ministre des Armées en 2019, évoquèrent explicitement la question. Un siècle après, un gouvernement pouvait-il encore la corriger? Non, chers collègues. Il ne le pouvait plus par la voie réglementaire. En ce sens, j'insiste sur ce point. Le chef de l'État actuel a eu raison, en 2021, de rappeler que s'il considérait in pectore que Dreyfus était général, il ne pouvait le nommer par décret et il renvoyait à un dialogue avec les représentants du peuple français. J'ajoute que la voie législative s'impose en l'espèce, puisque l'erreur de base se trouve dans la loi de 1906. La présente proposition de loi est individuelle et singulière. Elle vise à réparer un cas individuel et singulier, hors norme et sans comparaison sous la République. Elle ne crée aucun précédent. Pourquoi agir alors, se demandent certains. Je répondrai, et pourquoi pas, chers collègues? Pourquoi avoir tant attendu? Pourquoi s'inventer sans cesse de nouvelles raisons de remettre à plus tard? N'est-ce pas assez 119 ans d'attente? Mes chers collègues, il n'est jamais trop tard pour corriger une injustice et réparer complètement l'honneur d'un homme. Oui, mesdames et messieurs, il est de notre devoir de le faire maintenant. Il faut le faire, non seulement pour Dreyfus, mais aussi pour nous, pour la nation, pour la France de demain. Il faut le faire pour que la République demeure cette haute idée de l'égalité et de la justice. Alors que notre vieux pays est à nouveau traversé par des pulsions de haine, d'antisémitisme, de xénophobie, de complotisme, toutes ces maladies de la société qui font écho au climat de l'affaire, il faut rester vigilant. Il faut rappeler Dreyfus. Il ne faut pas oublier Dreyfus. Ce héros républicain, symbole de résistance à l'oppression et à l'écrasement. Dreyfus n'est pas une vieille histoire. Dreyfus, c'est une sentinelle de la République. Dans les conditions cruelles de l'île du Diable, il se battit pour sa survie et sa réhabilitation. Il fut le principal acteur de son histoire, aidé par d'illustres personnalités et des militaires aussi, car il y en avait qui crurent à son innocence et lui témoignèrent de la camaraderie. Mais c'est bien Dreyfus qui toujours refusa d'abdiquer, et je crois que ce combat, c'est aussi grâce aux valeurs de l'armée qu'on lui avait inculquées qu'il put le mener. Dreyfus est un modèle de résistance et d'héroïsme pour la nation. Il est un exemple pour les jeunes générations, un grand homme auquel la patrie peut se montrer reconnaissante. Mesdames et messieurs, en élevant au grade de général Alfred Dreyfus,
la République aura réparé une erreur. Et ce faisant, la République continuera aussi et toujours de proclamer que ces lumières, ce sont celles des droits de l'homme et du citoyen, d'une certaine idée de la vérité, d'une certaine idée du respect et d'une certaine idée de la dignité humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Le texte examiné ne rouvre pas le dossier judiciaire, mais il revient sur un aspect moins connu de l'affaire Dreyfus. Des années de calomnie et d'humiliation ont freiné la carrière militaire de l'officier. Les députés veulent donc parachever la réparation d'une injustice d'État. Je voudrais que nous saluions la famille de M. Alfred Dreyfus et ses descendants qui sont présents avec nous en séance aujourd'hui. Merci à vous. La parole est à présent Madame Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission de la Défense et des Forces armées, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je me permets moi aussi de saluer la famille d'Alfred Dreyfus présente dans l'hémicycle. Le moment qui nous réunit aujourd'hui, à votre initiative, est à la fois singulier et solennel. Il convoque un nom que l'histoire a élevé au rang de symbole, Alfred Dreyfus, officier injustement condamné par un procès inique, homme d'honneur bafoué, détenu, enchaîné, les fers aux pieds sur l'île du Diable, patriote blessé et pourtant resté fidèle à son pays, époux et père humilié, français admirable pourchassé parce que juif, alsacien et militaire moderniste. Si Alfred Dreyfus est un symbole, c'est aussi parce qu'il fut l'enjeu de ce moment fondateur de notre République, ce moment où elle a su reconnaître qu'elle avait failli à ses principes. Car Alfred Dreyfus est aussi cet homme d'honneur, réhabilité par la Cour de cassation le 12 juillet 1906, cet officier réintégré dans l'armée par les députés le lendemain même, ce soldat engagé qui reprend du service en 1914 et à qui la France a rendu un hommage le promouvant au grade d'officier de la Légion d'honneur en 1919. Mais Alfred Dreyfus est également un symbole car la réhabilitation est intrinsèquement liée à une mobilisation de l'opinion publique qui a conforté la République. C'est Clémenceau qui ouvre son journal L'Aurore au J'accuse de Zola qui annonce la vérité en marche. C'est la République qui s'affirme contre tous les populismes de droite comme de gauche. Cependant, si la République a reconnu l'innocence du capitaine Dreyfus, de l'accusation portée contre lui, rien ne reste debout. Écrivant la Cour de cassation, la réparation offerte n'a pas été totale. Avec cette dignité qui le caractérisait, lui qui revendiquait ne jamais avoir demandé de faveur dans sa carrière, Alfred Dreyfus disait lui-même que les modalités de sa réintégration dans l'armée, sa nomination comme chef d'escadron, avaient été injustes. Ce sentiment d'injustice conduisit Alfred Dreyfus, avec au cœur de la morsure de la résignation, à demander sa mise à la retraite en 1907. Cette injustice de 1906 s'explique en partie par les circonstances de l'époque. Examinant la proposition de loi déposée par le président Attal et éclairée par les analyses du rapporteur Sinzenstuhl, il nous est proposé de répondre à cette situation qui perdure depuis plus d'un siècle. Il ne peut s'agir de rouvrir tout le dossier de l'affaire Dreyfus, ni sur le plan judiciaire, clos depuis 1906, ni sur le plan historique, dont la vérité est désormais bien établie, alors que le vote d'aujourd'hui ne doit pas conduire à une confusion, celle où l'on oublierait que le dreyfusisme victorieux n'est pas soluble dans les populismes étriqués qui excluent ou qui instrumentalisent. Il s'agit donc, plus simplement, mais peut-être aussi plus profondément, de considérer la décision prise par les députés de 1906. A-t-elle suffisamment réparé? A-t-elle suffisamment reconnu? En matière de réparation,
Il faut avoir la sagesse de ne réparer que les vivants. C'est donc bien le champ de la reconnaissance mémorielle et symbolique qui se situe dans notre discussion. D'autant que cette proposition de loi revêt une dimension singulière dans notre ordre constitutionnel où la nomination des officiers généraux relève du président de la République en vertu de l'article 13 de notre Constitution. Elle ne peut donc revêtir qu'un caractère exceptionnel parce que le cas Dreyfus, le cas d'Alfred Dreyfus est unique, comme le sont les cicatrices de l'affaire. Cette proposition ne doit pas être un précédent pour questionner d'autres carrières. Le gouvernement salue cependant les travaux menés jusqu'à la séance d'aujourd'hui, répondant à la mobilisation d'élus, d'institutions, de citoyens, de la presse et du monde intellectuel. C'est cela aussi, la grandeur républicaine, savoir reconnaître l'histoire sans prétendre effacer la cicatrice du passé. Ensemble, ici, nous pouvons ainsi reconnaître le poids du geste que vous vous apprêtez à faire, profondément significatif. Il est d'autant plus significatif que la proposition de loi prend un relief particulier au moment où les actes de haine antisémite connaissent une inquiétante progression. L'antisémitisme frappe encore jusqu'au cœur de notre démocratie, dans nos rues, dans nos mouvements, dans nos monuments, jusqu'à la personne de la présidente de l'Assemblée nationale. Je profite de cette occasion pour renouveler mon soutien à tous les parlementaires qui ont fait l'objet d'attaques antisémites ces derniers mois. Et cette haine doit être combattue résolument. Nous le savons, Alfred Dreyfus ne fut pas seulement la victime d'un des plus grands scandales politico-judiciaires de notre histoire, il fut surtout le bouc émissaire désigné d'un antisémitisme qui ne se cachait pas, comme il ne se cache plus désormais dans le trop large pan de notre société. Dès 1896, Bernard Lassalle, le premier défenseur de Dreyfus, dénonçait une atmosphère de haine et de soupçon. Votre initiative parlementaire contribue à lutter contre les miasmes de cette atmosphère délétère qui, de nouveau, s'immisce par chaque interstice qu'elle trouve dans notre corps social et l'empoisonne de sa haine. Nous devons collectivement aller plus loin encore pour la dissiper définitivement. Et l'exemple d'Alfred Dreyfus peut nous y aider pour porter haut les valeurs de la République contre ceux qui veulent les affaiblir. Dreyfus doit être un exemple, pas un remords. Car oui, Dreyfus fut un exemple, un homme debout, refusant le reniement, fidèle à ses devoirs jusque dans l'isolement tragique de l'île du Diable. Un officier en retraite qui revient servir la France dans la Grande Guerre alors même qu'il avait toutes les raisons de se retirer. Il se distingue avec honneur et courage, participant notamment au combat du chemin des Dames et de Verdun, avant d'être promu lieutenant-colonel en 1918. Il laisse un modèle d'héroïsme républicain et d'engagement au service de la France. Avec votre texte, mesdames et messieurs les députés, vous entendez porter haut la mémoire d'un patriote, mais aussi et peut-être surtout la promesse d'une République qui ne cesse jamais de vouloir progresser pour la vérité et la justice contre l'arbitraire et l'antisémitisme. Car c'est bien de cette dignité que vous vous proposez de reconnaître aujourd'hui. Pour ce geste unique, le gouvernement s'en remet à la conscience de chacun ainsi qu'à sa sagesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Michel Jacques, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Permettez-moi d'abord de remercier notre collègue, le Président Gabriel Attal, pour cette proposition de loi. Merci également à notre rapporteur, Charles Zinzensthul, pour son travail qui a éclairé nos débats. Dès nos travaux en commission, vous nous avez permis de valoriser avec justesse Alfred Dreyfus. Un citoyen profondément républicain et engagé qui voyait la France comme un pays de progrès, de justice et de liberté. Profondément patriote, Alfred Dreyfus avait fait le choix des armes. Héros de la Première Guerre mondiale, habité par l'esprit de corps des officiers de l'armée française, il a combattu à Verdun, au chemin des Dames, et je veux le souligner ici,
ses qualités militaires qui ont été particulièrement reconnues. J'ai également une pensée pour le colonel Marie-Georges Picard, à l'origine de la remise en question de la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Officier reconnu pour ses qualités, il fut l'un des pionniers du renseignement militaire français. Élevé au grade de général de division, il fut également ministre de la guerre sous le premier gouvernement de Georges Clemenceau. Ces deux officiers de l'armée française incarnent les qualités et les valeurs de nos valeureux soldats. Ces qualités portent en elles la singularité du militaire français, c'est-à-dire le dévouement, l'esprit de sacrifice, le courage, les valeurs, l'honneur, la discipline, la loyauté et la fraternité. Alors, mes amis, mes chers collègues, votons cette loi et honneur à Alfred Dreyfus et vive l'armée française, vive la République et vive la France. L'affaire Dreyfus divise profondément la France. Dreyfusards et anti-Dreyfusards s'affrontent pendant plus de 10 ans. Émile Zola publie son célèbre « J'accuse », mettant en cause l'état-major sur fond d'antisémitisme. Aujourd'hui, dans l'hémicycle, la voix de l'écrivain résonne. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, chère famille Dreyfus, chers collègues, le jour où contre un homme un crime se commet, le jour où il se commet par la main de la bourgeoisie, mais où le prolétariat en intervenant pourrait empêcher ce crime, ce n'est plus la bourgeoisie seule qui en est responsable, c'est le prolétariat lui-même, c'est lui qui, en n'arrêtant pas la main du bourreau prêt à frapper, devient le complice du bourreau. Et alors ce n'est plus la tache qui voile, qui flétrit le soleil capitaliste déclinant, c'est la tache qui vient flétrir le soleil socialiste levant. Ce sont les mots de Jean Jaurès en 1898, 4 ans après la première condamnation d'Alfred Dreyfus, 3 ans après son transfert à l'île du Diable. Condamné par 2 fois à la place d'un autre pour un crime de trahison au profit d'une nation étrangère à la suite d'un procès biaisé et sur la foi de documents falsifiés avec l'approbation de l'état-major de l'armée française. Alfred Dreyfus aura vécu l'enfer de la déportation au bagne pendant 5 années et souffert de la calomnie et du déshonneur. Il aura fallu l'engagement sans faille de ses proches, en particulier de son frère Mathieu, ainsi que de personnalités politiques et intellectuelles pour permettre de sortir l'affaire Dreyfus de l'oubli où Alfred avait été exilé. Si notre histoire est tachée de honte, l'honneur du monde ouvrier et de certains de ses intellectuels est d'avoir su se reprendre, à l'image de Jaurès, pour au tournant de l'histoire être du bon côté, celui de l'universalisme. Dans le même temps, une partie du monde politique et intellectuel, appuyée par les nervis de l'Action française, se cachait derrière la défense de l'armée pour épancher dans leurs journaux leur haine des Juifs. Il faudra attendre 1899 pour que Dreyfus soit gracié, bien que toujours officiellement coupable. Et ce premier pas dans la réhabilitation et dans la reconnaissance de son innocence est le fruit de la mobilisation des républicains, de tous les républicains, socialistes et intellectuels de l'époque, dont notamment Émile Zola. 7 ans plus tard, Alfred Dreyfus sera enfin reconnu pleinement innocent, puis réintégré partiellement dans l'armée. Cependant, ces années d'emprisonnement ne seront pas prises en compte dans la reconsidération de sa situation et toute perspective de carrière sera ainsi brisée. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à réparer pleinement les droits d'Alfred Dreyfus en lui conférant de manière posthume le grade de général de brigade. Il s'agit là d'un texte qui honore la représentation nationale en reconnaissant la faute de l'État et de l'armée dans ce scandale tragique et odieux que fut l'affaire Dreyfus. Oui, l'affaire Dreyfus est un scandale qui tache l'histoire de notre République, de notre armée et de notre nation. Elle nous rappelle que les discriminations et la haine peuvent à tout moment porter atteinte à l'intégrité de notre société et aux valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité qui la fondent. Cependant, la reconnaissance de la République ne peut se limiter à une déclaration d'intention. Ce vote invite la représentation nationale à expurger les dernières scories de l'affaire Dreyfus qui persistent depuis plus de 120 ans après les faits. Nous ne pouvons plus accepter que des rues et des places honorent encore la mémoire de ceux qui ont sali le nom de Dreyfus. À Paris, dans le 1er arrondissement,
Une place porte le nom de l'écrivain Maurice Barrès, lui qui a affirmé dans ses tirades antisémites que Dreyfus avait été capable de trahir en raison de sa race, ou encore que Zola était dreyfusard parce qu'il n'était pas français. Au sein même de notre assemblée, dans le salon Pujol, se trouve une statue d'Albert Demain. Demain fut général et député, partisan de la restauration monarchique, puis boulangiste avant d'être militant assumé du camp anti-Dreyfus. Soutien de Dreyfus, le député socialiste Francis Pressensé, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, a été radié le 8 novembre 1898 pour atteinte à l'honneur après avoir communiqué à la presse son soutien à Émile Zola, suspendu de son titre et affirmant qu'il se répugnerait de continuer à orner la boutonnière d'un petit morceau de ruban rouge devenu apparemment le symbole du mépris de la légalité et de la violation des principes de 1789. Puisse la postérité lui rendre les honneurs dus. Ce vote nous oblige. Il nous oblige à regarder en face notre histoire, à la réinterroger sans enjolivement pour réussir à dépasser le roman national. Chers collègues, nous, députés communistes et progressistes ultramarins, sommes convaincus que la République doit réparer ses erreurs en reconnaissant ses victimes. Et en ce sens, nous voterons ce texte sans aucune réserve. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues, membres de la famille Dreyfus. Plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais. En écrivant ces mots en 1910, Charles Péguy n'imaginait sans doute pas que l'affaire Dreyfus reviendrait occuper notre Assemblée en 2025. Et certains de nos compatriotes s'interrogeront sans doute sur ce débat aux échos anachroniques, que d'aucuns accuseront d'être dicté par des arrière-pensées, que d'autres trouveront à contretemps des urgences. Pourtant, la cause étant grande, les arrière-pensées éventuelles ne méritent pas qu'on s'y attarde. Et la cause étant juste, elle ne saurait être à contretemps, car la France ne perd jamais son temps à se souvenir. Une nation sans mémoire est en effet une nation sans avenir. Et s'ils peuvent paraître parfois déroutants, les gestes mémoriels sont essentiels pour que la mémoire demeure vivante, pour qu'elle ne se dégrade pas en politique de circonstance, mais demeure une mystique. Élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade n'apportera rien à celui qui repose au cimetière du Montparnasse. Mais les gestes mémoriels ne sont pas en réalité pour les morts, ils sont pour les vivants. En disant ce qu'ils furent, nous disons ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être encore. En élevant Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, nous réaffirmons le combat de la France contre l'arbitraire, contre l'injustice, en réparant la dernière humiliation qui lui fut infligée, en corrigeant un manquement commis par nos prédécesseurs dans cet hémicycle même. Polytechnicien, élève de l'école de guerre, officier remarqué, remarquable, Alfred Dreyfus aurait dû connaître une carrière à la hauteur de ses talents. Mais en 1894, une indigne conspiration vint briser son épée, car il fallait trouver un traître. L'état-major avait cherché et trouvé un officier juif qu'on abandonna aux violences de l'antisémitisme. Il fallut la détermination héroïque, au premier rang de Lucie et Mathieu Dreyfus, son épouse et son frère, du lieutenant-colonel Picard, du vice-président du Sénat, Scheurer-Kessner, et bien sûr d'Émile Zola et de tant d'autres, pour que la vérité finisse par surgir. De la détermination, il en fallut également à Alfred Dreyfus lui-même, pour survivre à 5 années de martyre sur l'île du Diable, cet infernal rocher, sur lequel il refusa de mourir coupable d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il fallut attendre 1906 pour que son innocence fût définitivement affirmée par la Cour de cassation. Le lendemain, 13 juillet, la Chambre des députés et le Sénat le réintégraient dans l'armée. Mais plutôt que de clore l'affaire, cette réintégration vint réparer l'injustice par une nouvelle iniquité, en ne le réintégrant pas au grade auquel il avait droit en regard de son ancienneté. Dans une lettre adressée au désormais chef d'escadron Dreyfus, la veuve d'Émile Zola pouvait ainsi écrire « Alfred Dreyfus reste victime. Après la preuve de son innocence, preuve irréfutable, demeure un crime à son actif, qui sera la stupéfaction dans les temps futurs. » La proposition de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui vient réparer cette injustice et répondre à cette stupéfaction. Faute d'avoir obtenu gain de cause, Alfred Dreyfus s'était retiré de l'armée en 1907, rappelé aux armes par la Grande Guerre.
Il obtint par le feu ce qu'on lui avait refusé par la loi et devint lieutenant-colonel en 1918. S'il avait été équitablement réintégré, sa carrière se serait achevée au grade de général de brigade, au sein d'une armée à laquelle il était resté fidèle malgré les épreuves subies. Car malgré l'étrange défaite morale d'une partie de l'état-major, égaré dans la condamnation d'un innocent, et car le déshonneur de certains ne saurait engager l'honneur de tous, cette armée n'en demeurait pas moins l'armée de la France, l'armée qui défendit la patrie au prix du sang, à Verdun, au chemin des Dames, avec Dreyfus dans ses rangs. Le groupe UDR votera donc en faveur de la reconstitution posthume de la carrière militaire d'Alfred Dreyfus, réparation mémorielle que notre président Éric Ciotti avait lui-même proposée en 2019 et en 2023. En reconstituant enfin la carrière de ce patriote français, nous saluons le service du pays qui fut le sien, le courage dont il fit preuve face à l'adversité et les valeurs que son combat va inscrire dans la mémoire nationale. Un combat pour la justice, le droit et la liberté, mais un combat également contre les horreurs de l'antisémitisme, qui doit nous inspirer aujourd'hui encore, alors que l'antisémitisme relève résolument la tête, portée non plus par les épigones de Drummond ou de Maurras, mais par l'islamisme politique. Le véritable hommage à Alfred Dreyfus ne résidera jamais, ni dans un grade, ni dans une statue, mais dans une mémoire vivante, nous portant à ne jamais tolérer ni les brutalités de l'arbitraire, ni les violences de l'intolérance. Alors, au moment de saluer la mémoire du capitaine Dreyfus, bientôt général, ayons une pensée pour tous les innocents humiliés qui, tout autour de la terre, sont écrasés par la conspiration de l'arbitraire, au premier rang desquels notre compatriote Boualem Sansal. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Thierry Tesson pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, comme l'a rappelé le rapporteur Ziethenstuhl, l'affaire Dreyfus constitue un tournant majeur dans notre mémoire collective, le moment d'une profonde crise de régime, vécue par ses nombreux ennemis comme une occasion de le détruire. Cette mise à l'épreuve de la jeune République a pris le visage d'un capitaine d'artillerie, Alfred Dreyfus, injustement accusé d'espionnage au bénéfice de l'Allemagne. Ni sa qualité d'optant de 1871, ni ses brillants états de service, ni son patriotisme avéré n'empêchèrent ses accusateurs de ne voir qu'un trait justifiant les soupçons. Il était juif. Du Conseil de guerre de décembre 1894 à la réhabilitation de juillet 1906, retenons entre ces deux dates pour ce qu'ils nous enseignent le procès dit de Rennes de septembre 1899. C'est après une intense campagne, tandis que le condamné est à l'isolement au large de Kourou sur l'île du Diable, que la Cour de cassation décide d'un nouveau jugement. Cette victoire est celle de ceux qu'on appelle depuis les Dreyfusards. Bernard Lazare, Jean Jaurès, Georges Clemenceau, Émile Zola et tant d'autres, mais aussi celle de ses proches, Lucie, son épouse, et Mathieu, son frère. Outre l'atmosphère tendue, presque de haine, dans et hors de la salle des fêtes du lycée où se déroule ce nouveau procès, rien n'exprime mieux l'arbitraire que le verdict absurde qui tombe après un mois de débat sur Alfred Dreyfus. Il est condamné pour haute trahison, c'est un crime, mais ne reçoit, si j'ose dire, que 10 ans de détention au titre de circonstances atténuantes. Cette décision est le point haut, la dernière tentative d'un système qui, pour éviter de se déjuger, pour prétendument ne pas porter atteinte à l'honneur de l'armée, préfère s'enfoncer dans l'erreur. Un éminent Dreyfusard la résume ainsi: Dreyfus a été condamné par une caste le sachant innocent pour sauver des généraux coupables. Il faudra ensuite, après la grâce présidentielle qui le libère aussitôt, à la suite de ce fiasco judiciaire, près de 6 années pour que soit sans réserve en juillet 1906 reconnue son innocence. Dans une certaine mesure, la loi aujourd'hui soumise à l'Assemblée représente une conclusion que cette décision aurait dû rendre possible. Il convenait en effet qu'une erreur d'État de cette dimension reçoive réparation, ainsi que la carrière du capitaine Dreyfus soit rétablie dans sa logique initiale, celle d'un polytechnicien, breveté d'état-major,
dont les états de service devaient l'amener au grade de général de brigade, terme de la carrière de la plupart de ses camarades. En juillet 1906, il ne bénéficie d'aucune rétroactivité, alors qu'il est capitaine depuis 17 ans. Il n'est pas non plus, compte tenu de l'injustice sans exemple qu'il vient de subir, au nom de la raison d'État. À ce titre, il faut comparer son sort à celui réservé au même moment au lieutenant-colonel Picard. Si ce dernier a eu à souffrir d'une réforme et même de la prison en conséquence de ses efforts pour faire éclater la vérité, sa réhabilitation a été tout autre. Sautant une étape, il est promu général de brigade et sera même peu de temps après ministre de la guerre dans le gouvernement Clémenceau. Chef d'escadron, plutôt que lieutenant-colonel comme il aurait dû l'être, il était dès lors impossible pour Alfred Dreyfus d'accéder au généralat qui devait couronner sa carrière d'officier. La conclusion s'impose. S'il n'y est pas parvenu, c'est parce qu'il a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Ce qui précède suffira à justifier cette promotion posthume. Mais il y a aussi la force du symbole qu'elle apporte au présent. D'abord, le réveil de la mémoire nationale à un moment, plus d'un siècle après les faits, où, comme l'appelait Augustin Thierry, l'interruption des souvenirs peut exercer son puissant pouvoir d'oubli. Il est utile que soit rappelé aux générations nouvelles ce moment où la République a vacillé, soumise aux préjugés et aux passions les plus extrêmes. Il est encore plus essentiel que soit célébrée sa capacité de résistance dès l'instant où le refus de l'arbitraire s'incarne dans l'ensemble du corps social. Enfin, dans un contexte actuel inquiétant, quand les façades des synagogues sont maculées de peinture verte, cette réparation posthume rappelle à toute la nation l'urgence de la défense de ses principes fondateurs. Si cette proposition de loi doit être soutenue, c'est pour rappeler à l'opinion et surtout à notre jeunesse que l'antisémitisme est comme une hydre qui peut sans cesse renaître sous des traits nouveaux, mais tout autant dangereux. En élevant Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, nous ne rendons pas seulement hommage à un homme, nous protégeons ainsi l'avenir de la France. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, à adopter sans réserve cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Sylvain Maillard pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, Monsieur le rapporteur, chers collègues, chère famille Dreyfus. Aujourd'hui, nous examinons une proposition de loi déposée par Gabriel Attal qui vise à réparer une injustice de plus d'un siècle. Celle subie par Alfred Dreyfus à son retour du bagne et qui enraya irrémédiablement sa carrière d'officier en ne comptabilisant pas les années qu'il avait passées sur l'île du Diable, le privant ainsi du grade de général de brigade qui aurait dû, au regard de sa formation et de ses états de service, lui revenir. Ainsi, à l'infamie qui s'abattit sur lui pendant des années en étant accusé de trahison, sur la base de préjugés antisémites et de documents falsifiés, s'ajouta l'injustice de voir irrémédiablement sa carrière militaire compromise pour une affaire dont il était pourtant la principale victime. Dreyfus lui-même pointa d'ailleurs de son vivant cette inégalité de traitement injustifiable en demandant qu'il y soit mis fin sans succès. Ainsi, en conférant au soldat Alfred Dreyfus le rang de général de brigade, cette proposition de loi entend revenir sur l'écueil qui fonda cette inégalité de traitement au sein de la loi de réhabilitation du 12 juillet 1906. En accomplissant ce geste, notre hémicycle s'inscrit dans la longue tradition de notre République, qui s'est toujours efforcée, face à l'histoire, de reconnaître les torts faits à ses citoyens lorsqu'elle leur en causait, et d'honorer ceux d'entre eux qui, par leur dévouement ou leur action, l'ont servi ou honoré en faisant vivre ses valeurs. Alfred Dreyfus, par son sens de l'honneur, sa fidélité aux valeurs militaires et républicaines, son abnégation à laver son nom
et à faire reconnaître sa loyauté constante envers sa patrie, a indéniablement fait vivre les valeurs de notre République. J'entends les craintes qui s'expriment sur certains de ces bancs au sujet d'une récupération politique de l'affaire Dreyfus. Alors, pour éviter ce risque, prenons cette proposition de loi pour ce qu'elle est, la correction d'un tort historique fait à Alfred Dreyfus sur ces mêmes bancs. Il ne s'agit pas, ici, de rouvrir les blessures du passé ou de le travestir en usant de cette mémoire à des fins polémiques ou bassement politiciennes. Il s'agit ici d'accomplir l'objectif que s'était assigné dans son principe la loi de 1906, finir l'affaire Dreyfus par le haut en honorant les états de service d'un officier français droit et intègre. Un officier qui n'hésita pas, à 55 ans, à reprendre l'uniforme pour défendre sa patrie lors de la Première Guerre mondiale, malgré toutes les souffrances qu'il avait pu endurer à son service. Voter ce texte ne fera bien sûr pas baisser, encore moins disparaître, l'antisémitisme, ni les préjugés ignobles qui, aujourd'hui comme hier, sont colportés par cette haine. À commencer par l'accusation ignoble d'un supposé manque de patriotisme chez nos concitoyens juifs. Un préjugé qui continue de fleurir, on a pu le regretter jusque dans cet hémicycle. Voter ce texte ne rachètera ni les mots, ni les actions que nous avons pu voir ces dernières décennies, comme dans un passé plus récent, et qui heurtent nos valeurs de vivre ensemble. Voter ce texte, ce n'est pas refaire l'histoire de l'affaire, ni effacer la tâche indélébile qu'elle a laissée sur notre histoire nationale et qui nous oblige. Nous oblige à toujours plus de constance, à toujours plus de recul critique, à toujours plus d'attachement aux faits pour faire vivre nos valeurs républicaines. Non, nous n'effacerons pas le passé en votant cette proposition de loi. Nous le regarderons en face avec gravité et courage pour mieux ancrer l'idéal républicain dans le présent. Aussi, si notre groupe Renaissance votera bien entendu cette proposition de loi, j'invite également l'ensemble des groupes à voter en faveur de son adoption, afin que nous puissions ensemble rendre vivants ces quelques mots qui sont porteurs tellement de sens pour la mémoire d'un homme comme pour notre mémoire collective. La nation française, éprise de justice et qui n'oublie pas, élève à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Gabriel Amar pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, collègues. Il y a des noms qui brûlent dans la nuit comme des veilleuses de justice. Le nom de Dreyfus est de cela. Et dans ce nom, c'est tout un siècle qui vacille encore. Un siècle de trahison froide, de procès au regard tordu, de silence militaire, de lâcheté en uniforme. C'est un crime, disait Zola, d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. Et l'on fit délirer la République. On la vêtit de mensonges, on l'arme de haine. Un homme, un seul, fut jeté au bagne, non pour ses actes, mais pour ce qu'il était. Un juif, un soldat, un bouc émissaire. Ils savaient et ils ont signé sur un parchemin de haine leur forfait de justice. Le sabre a tranché la vérité, mais la plume d'un Zola, d'un Jaurès, a résisté. Et Jaurès, lui, voyait plus loin, plus haut, plus vrai. Si Dreyfus est illégalement condamné, il n'est plus qu'un homme nu. L'humanité elle-même au plus haut degré de misère et de désespoir, le témoin vivant d'un mensonge militaire, de la lâcheté politique, des crimes de l'autorité.
Alors nous, aujourd'hui, dans cette Assemblée, nous disons que le temps est venu, non pas seulement d'honorer une mémoire, mais de réparer une injustice. Le grade de général à titre posthume n'est pas un symbole, c'est une exigence. Mais tandis que nous levons ce nom, d'autres s'en emparent sans honte. Et voilà que celles et ceux qui ricanent à l'ombre des croix gammées numériques, ceux qui veillent sur les étagères de la haine, diffusent un poison lent pour la République, ceux-là même lèvent aujourd'hui la main, comme s'ils avaient été Dreyfusards. Non, dans ma famille, on descend des Dreyfusards, pas dans la vôtre. Car ce combat-là ne se porte pas comme un costume à la tribune. Il se vit, il s'incarne dans chaque prise de parole contre la haine, dans chaque refus d'accepter l'exclusion, dans chaque main tendue à l'opprimé. Ne vous servez pas de l'antisémitisme comme d'un javelot politicien. Il n'est pas votre cause, il est notre serment. Et ce serment, nous le renouvelons, car l'antisémitisme n'est pas mort. Mais il n'est pas seul. L'islamophobie ronge les plateaux et les lois. Le racisme, l'homophobie, la haine des pauvres s'installent comme des meubles dans la maison commune. Ils repeuplent la République de ces vieux fantômes. Divisés pour régner comme en 1894, opposer le patriote à l'étranger, le bon français à l'indésirable, la République à ses enfants. Et dans cette nuit, toujours le même brouillard, toujours cette peur qui veut gouverner, toujours ce pouvoir qui se garde en éteignant les lumières. Alors nous disons, plus jamais l'homme broyé dans la machine de l'État, plus jamais l'uniforme contre la justice, plus jamais le silence contre le droit. Chaque être humain est un feu fragile et nous sommes là pour l'empêcher, pour empêcher qu'on les éteigne un à un, nom par nom, souffle par souffle, et dans l'ombre, toujours, le nom de Dreyfus. Une lumière que nous n'éteindrons pas. Votons cet acte. C'est un acte de mémoire et de conscience. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Aurélien Rousseau pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au nom de ce que la République a fait subir au capitaine Alfred Dreyfus, à sa femme, à son frère, à ses défenseurs, aux Juifs de France, au nom aussi de la violence qu'a subie Alfred Dreyfus après la révision de son procès et l'établissement définitif de son innocence, quand l'institution militaire, pourtant dirigée par l'héroïque général Picquart, n'a su que le réintégrer au grade de chef d'escadron. Au nom de tous les messages terrifiants que nous recevons les uns et les autres depuis quelques jours pour continuer à nous dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que sans doute Dreyfus avait quand même quelque chose à se reprocher. C'est au nom de tout cela, évidemment, que le groupe socialiste et apparenté s'associe à cette proposition de loi et la soutient. Alfred Dreyfus restera ce capitaine dégradé au sabre brisé dont la statue n'a pu rejoindre il y a 40 ans la cour de l'école militaire et qui attend comme échoué boulevard Raspail de rejoindre un lieu plus symbolique. Et c'est au nom du caractère totalement inédit de l'anti-dreyfusisme dans notre histoire que cette mesure a tellement de sens. Car l'affaire Dreyfus n'est pas un soubresaut, elle est comme un élément tellurique de notre histoire nationale. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'ouvrir un droit, de créer un précédent, car l'affaire Dreyfus n'a pas de précédent, aucun, que ce soit clair, que ce soit gravé ici. Elle est un poison lent, celui de l'antisémitisme, celui de la recherche de l'ennemi de l'intérieur, qui reste depuis si longtemps la matrice de l'extrême droite française. Avec notre vote, nous solderons sans doute l'humiliation de la cour de l'école militaire, l'écrasement par l'institution de l'officier subalterne pourtant promis à un bel avenir. Mais le sujet n'est pas,
n'est plus celui de la confrontation des armées avec leur histoire. Cela reste celui de la confrontation de la nation avec son histoire. Alors, en aura-t-on fini avec l'affaire Dreyfus? Non, car nous n'avons pas fini avec la haine antisémite qui, tel l'hydre, revient en permanence sous d'autres formes. Alors, est-ce qu'après l'adoption de cette proposition de loi, le dossier d'Alfred Dreyfus sera clos? Non. Philippe Collin, dans sa remarquable série, souligne l'héroïsme civique de Dreyfus. Cet héroïsme qui a permis de faire triompher les valeurs républicaines, justice, vérité, égalité devant la loi. Sa foi républicaine était justifiée car la République a tenu. Car c'est cette vieille image d'un homme plus petit que sa propre histoire qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Un homme passif, spectateur, c'est ce qu'il y a encore 25 ans, on nous apprenait dans nos études d'histoire. Mais l'histoire avance. La seule lecture de la correspondance de Dreyfus avec son admirable femme Lucie montre qu'il est tout sauf inconscient de ce qu'il représente. Écrire, c'est résister. Je vis d'espoir, ma bonne chérie. Je vis dans la conviction qu'il est impossible que la vérité ne se fasse pas jour, que mon innocence ne soit pas reconnue et proclamée par cette chère France, ma patrie, à laquelle j'ai toujours apporté tout le concours de mon intelligence et de mes forces, à laquelle j'aurais voulu consacrer tout mon sang. Je cite une lettre à Lucie. Mais si vous me permettez cette hypothèse, Dreyfus aimait trop la République pour la mettre encore plus à l'épreuve. Quand il est enfin réhabilité en 1906, Dreyfus ne cherche pas la revanche. Ce n'est pas un homme brisé qui est réhabilité dans la cour d'honneur de l'école militaire, ses 4 pauvres galons de chef d'escadron et sa croix de la Légion d'honneur rouge éclatante sur les brandebourgs noirs de son uniforme. C'est un homme rayonnant, épanoui. Les photographies de l'époque en témoignent. Il reprend du service dans l'armée qu'il a trahie pour servir lors de la Première Guerre mondiale comme chef d'escadron d'artillerie de réserve. C'est sur le champ de bataille qu'il gagne son 5e galon de lieutenant-colonel. Non, Dreyfus ne fut pas un petit homme ballotté par la grande histoire, il fut un homme à la hauteur de cette grande histoire, il fut un grand homme modeste et droit, déterminé et habité par une certaine idée de la République française. Un grand homme dont le nom a été prononcé tout au long du siècle, jusque dans la bouche haineuse de Maurras à l'issue de son procès. Et aux grands hommes, la patrie doit savoir être reconnaissante. C'est pourquoi, avec le groupe socialiste et apparenté, nous pensons que c'est au Panthéon que ce capitaine général Dreyfus et sa femme devraient être accueillis. Ils ont été des combattants de la République. Il a choisi de vivre et de garder la tête haute comme notre pays dans ce siècle de tourments. Un dernier mot en écho à des positions qui ont été exprimées ces jours-ci. Pourquoi ? L'affaire n'est-elle pas close? Ne s'agit-il pas là que de frénésie mémorielle à laquelle notre nation cède parfois, car la République a gagné? Mais ces maîtres mots, universalisme, République, confiance dans les institutions, ces maîtres mots résonnent particulièrement aujourd'hui. Tout indique que si nous ne les défendons pas, nous pourrions revivre une telle affaire, tant la volonté de désigner des coupables, de renvoyer les citoyens à telle ou telle de leur appartenance, le doute sur l'efficacité et la force de notre démocratie sont présents chaque jour sur ces bancs même. Alors, en entrant au Panthéon, Dreyfus ne sera définitivement plus un remords, ce sera enfin un exemple, ce sera surtout un vivant symbole de ce à quoi nous croyons le plus, une République forte, sociale, juste et émancipatrice. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à monsieur Julien Dive pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le nom d'Alfred Dreyfus ravive l'une des pages les plus douloureuses, mais aussi les plus fondatrices de notre histoire républicaine. La République a su réparer et convoquer au-delà des passions une exigence de justice et de vérité. Cette proposition de loi, déposée par le président Gabriel Attal, vise à élever au titre posthume le lieutenant-colonel Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Elle s'inscrit donc dans une démarche de reconnaissance à la hauteur du destin brisé d'un homme dont l'honneur fut injustement bafoué. Notre rapporteur a parfaitement rappelé les tenants et le contexte de l'affaire Dreyfus, je n'y reviendrai pas. Je rappellerai simplement que cette affaire à la fois judiciaire et politique a profondément marqué la France entre 1894 et 1906, divisant la société, les institutions et jusqu'aux familles partagées entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards.
Elle a mis en lumière les questions de corruption au sein de l'institution, y compris militaire, ainsi que les tensions antisémites de l'époque. Mais elle demeure aussi le symbole d'un sursaut républicain, d'une quête opiniâtre de vérité, de justice et d'un moment fondateur de notre conscience démocratique. Chacun sait ici comment commence cette affaire. L'accusation d'espionnage visant Alfred Dreyfus, brillant capitaine d'artillerie, alsacien de confession juive, dont les états de service étaient irréprochables. Il fut injustement accusé de trahison au profit de l'Allemagne, alors puissance occupante en Alsace-Moselle. Il est rapidement jugé, condamné à la déportation à l'île du Diable en Guyane, sur la base de preuves qui plus tard se révéleront totalement falsifiées. Les rebondissements de cette affaire ont émaillé les débuts du XXe siècle dans notre pays. Les doutes sur l'enquête, les prises de position d'un Zola ou d'un Péguy, le réexamen du procès qui le condamne à nouveau avant qu'il ne soit disculpé et réintégré dans l'armée en 1906. Rien n'aura été épargné à cet homme courageux, patriote, sincère, mesuré, tenace, épris de progrès et de liberté et soucieux des siens. Jusqu'au fond de son cachot de l'île du Diable, il demeura fidèle à la République, à la justice, à la France. Réintégré donc en 1906, Alfred Dreyfus démissionna un an plus tard avant de reprendre du service pendant la Grande Guerre en tant qu'officier de réserve. Il combattit à Verdun, au chemin des Dames, dans l'Aisne, sur ces terres ensanglantées devenues symboles de notre histoire nationale. Il fut nommé lieutenant-colonel en 1918 et pourtant, dans notre mémoire collective, il demeure figé au grade de capitaine. Celui qu'il portait au moment où l'injustice s'est abattue sur lui. À la lumière de son parcours, de ses états de service et de son rang de sortie à l'école de guerre en 1892, 9e sur 81, nul ne peut contester qu'Alfred Dreyfus aurait accédé en temps normal au plus haut grade. Comme le souligne avec justesse la proposition de loi, 5 années de déportation et d'humiliation ont irrémédiablement freiné sa carrière militaire. Telle est donc la portée de ce texte. Réparer symboliquement ce que l'injustice a entravé et rendre à Alfred Dreyfus la reconnaissance que son engagement et sa loyauté envers la France appelaient naturellement. Pour notre groupe de la droite républicaine, l'armée est le pilier de la nation, le rempart de nos libertés. Ce geste n'est pas une remise en cause de nos armées, c'est un acte de fidélité à leurs valeurs profondes, le courage, la justice, la loyauté. Si nous élevons Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, ce n'est pas pour effacer l'histoire, ni juger le passé avec les yeux du présent, mais plutôt pour rendre à un homme ce que la justice lui avait promis. Et c'est aussi rappeler que l'homme ne se prescrit pas, l'honneur, ne se prescrit pas. Nous saluons donc un combat exemplaire pour la vérité, un combat qui transcende les époques et qui, plus d'un siècle après, continue de nous rappeler ce que signifie la fidélité aux principes républicains. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser une mémoire, encore moins de raviver les querelles. Il s'agit d'assumer lucidement une part de notre histoire avec ce qu'elle a de plus douloureux, mais aussi de plus fondateur. Dès lors, chercher à opposer des lectures concurrentes de l'affaire Dreyfus, à en faire un levier de polémique ou un prétexte à des postures, serait trahir le sens même de ce moment. Car la mémoire appelle le respect et non l'appropriation. J'entends bien sûr les inquiétudes exprimées par certains de nos collègues. Ils redoutent que cette initiative ne serve par ricochet des arrière-pensées politiques ou des règlements de compte contemporains. Je respecte leur vigilance, mais je crois que l'erreur serait de céder à cette crainte au point de renoncer à parler. Sécher le débat au motif d'un éventuel détournement de l'examen du texte, c'est paradoxalement s'en faire complice. Je crois au contraire qu'il faut regarder cette proposition de loi pour ce qu'elle est, un geste républicain, historique et de reconnaissance, rien de plus, rien de moins. Le général de Gaulle avait eu cette formule simple et puissante, Dreyfus, un officier français. Tout est dit. Ce sont ces mots qui doivent guider notre vote. À ce titre, il doit donc accéder au grade que sa vie au service de la France lui permettait d'obtenir. Pour l'honneur d'un homme, pour la reconnaissance de notre nation, nous voterons donc cette proposition de loi. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à présent à madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, les descendants et descendantes d'Alfred Dreyfus. Le 5 janvier 1895 à 9 h, le capitaine Alfred Dreyfus est dégradé, son sabre brisé, ses galons arrachés. Durant cette humiliation publique, devant une foule d'où s'échappent les cris de « mort aux Juifs », à mort Judas, il ne cesse de clamer son innocence. Lui, le patriote, le soldat loyal, marqué par la guerre de 1870
est accusé à tort et condamné au bagne à perpétuité et à la dégradation militaire pour intelligence avec l'ennemi. L'état-major ne dispose d'aucune preuve de sa culpabilité. Qu'à cela ne tienne, le conseil de guerre est convoqué à huis clos et un faux dossier monté de toutes pièces. Lui, le polytechnicien brillant, devient le coupable idéal, le symbole du traître, de l'ennemi de l'intérieur, selon la pensée antisémite à l'œuvre dans la société. Face à l'ampleur que prend l'affaire dans l'opinion et grâce à la mobilisation de ses soutiens, ce jugement est finalement cassé et un nouveau conseil de guerre convoqué. Condamné à nouveau, il est gracié par le président de la République. L'affaire est étouffée, mais Dreyfus, toujours coupable. Il faudra attendre 1906 pour qu'il soit réhabilité et réintégré dans l'armée, mais son avancement est retardé de 5 ans, retard de carrière qui l'empêche d'atteindre le grade de général, comme une injustice de plus. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à parachever une réparation jusqu'ici incomplète, en élevant Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. C'est le sens de cette proposition de loi que de reconnaître la valeur du soldat, de l'homme, là où de nombreux Français à l'époque n'ont vu que le juif, dès lors suspect à leurs yeux de n'être pas véritablement français et patriote et jugé incapable de servir son pays. Mais quelles leçons tirer de l'affaire Dreyfus? Qu'est-ce qui a rendu possible, dans cette République française, qui avait la première considéré les Juifs comme des citoyens à part entière, qu'est-ce qui a rendu possible cette injustice aussi profonde? Tout d'abord, un antisémitisme ancien, profond. Qu'en est-il aujourd'hui? Les actes antisémites ont bondi de 260% en 2024 par rapport à 2022. L'antisémitisme est bien réel pour nombre de nos compatriotes au quotidien. Il ne doit jamais être relativisé. Ce week-end, nous en avons encore été les témoins, sidérés, en apprenant les dégradations à caractère antisémite sur des synagogues de Paris et le mémorial de la Shoah. Comment ne pas voir un parallèle entre la presse anti-dreyfusarde qui attisait la haine antisémite hier, provoquant des groupes d'extrême droite à l'agression physique, et les médias bolorisés d'aujourd'hui, qui enchaînent les condamnations pour incitation à la haine, concourant ainsi à la hausse des discriminations racistes dans notre pays. Pas plus tard qu'hier, 2 étrangers ont été agressés dans le Var, l'un d'entre eux tué par un voisin qui a ouvertement revendiqué le caractère raciste de ces actes. Les contempteurs de Dreyfus voyaient en lui un ennemi de l'intérieur, étranger au corps social, qui ne serait jamais pleinement français et patriote. Cette rhétorique nauséabonde, caractéristique de l'extrême droite, se glisse aujourd'hui dans certains tweets, quand très récemment un collègue député a été accusé d'entrisme par une responsable politique du bloc central, ou quand nos compatriotes musulmans, ou perçus comme tels, sont de fait suspectés de ne pas être assez français. La haine raciste n'est pas l'apanage du passé. Condamné à la suite d'un simulacre de procès, Alfred Dreyfus a été victime d'une justice aux ordres, d'un système judiciaire qui n'avait pas pour objectif premier la recherche de la vérité, y compris quand la culpabilité d'Esterhazy est apparue au grand jour, mais bien la défense des intérêts de l'armée. C'est pourquoi nous ne sommes guère étonnés de voir l'extrême droite contemporaine chercher à fragiliser constamment l'indépendance de la justice. Aux États-Unis, Donald Trump mène un combat permanent contre les juges. Il n'y a pas de république, il n'y a pas de justice sans l'indépendance des juges, de la justice. Elle est un rempart qu'il faut protéger. Par l'adoption de cette proposition de loi, nous rappelons que le combat contre l'arbitraire, la haine et la discrimination est toujours d'actualité. Nous inscrivons nos pas dans ceux des Dreyfusards de l'époque, militantes et militants acharnés à la recherche de la vérité pour la justice et l'égalité des individus devant la loi. Notre vote se veut également en résonance avec les combats actuels, quand des Français sont soupçonnés de ne pas assez aimer leur pays ou d'être des ennemis de la France en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une religion ou à une ethnie. Cette proposition de loi, nous la voterons bien sûr, avec conviction, mais elle est faible à réparer à elle seule toutes les dérives passées et présentes qui font tant de mal à notre démocratie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Jérémy Patrier-Letus pour le groupe Horizon et Indépendants.
Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la famille du capitaine Dreyfus, chers collègues. Capitaine, l'œuvre n'est point finie. Il faut que votre innocence hautement reconnue sauve la France, notre pauvre et grand pays, du désastre moral où elle a failli disparaître. Quand l'innocent se lèvera, la France redeviendra la terre de l'équité et de la bonté. 6 juillet 1899, Émile Zola écrit à Alfred Dreyfus « Le capitaine vient de rentrer de sa déportation au diable, cette île rugueuse du bout du monde, dépendance du bagne de Cayenne, où il fut reclus pendant 1517 jours. » 6 juillet 1899, Zola écrit à Alfred Dreyfus, qui est encore le lépreux de la France, le traître, le coupable haï par une partie du pays et qui croupit désormais dans la prison militaire de Rennes. 6 juillet 1899, Émile Zola écrit à Alfred Dreyfus pour continuer le combat, combat pour faire éclater au grand jour l'innocence du capitaine, combat pour sauver la France du désastre moral. Mes chers collègues, le 6 juillet 1899, Zola écrit à Alfred Dreyfus et la France est toujours fracturée, divisée en son cœur. La France des Dreyfusards, épris de justice, d'égalité et de vérité, s'oppose à la France nationaliste, idéologue et antisémite des anti-Dreyfusards. Chacun choisit son camp, jusque dans les murs de notre Assemblée. Oui, mes chers collègues, de l'injuste arrestation du capitaine en octobre 1894 jusqu'au vote de sa réintégration dans l'armée en juillet 1906, notre Assemblée se fait l'écho de débats violents d'une intensité inouïe. Ici même, dans cet hémicycle, les voix de Jaurès, d'Henri Brisson, de Raymond Poincaré, de René Waldeck-Rousseau s'élèvent comme une lumière dans l'obscurité et lient leur destin à celui d'un homme injustement accusé. La séance du 13 juillet 1906 marque un tournant. Après la lecture du rapport du député de la Seine, le président de séance met au vote l'article unique qui prévoit que le capitaine d'artillerie Dreyfus est promu chef d'escadron. Le scrutin sera sans appel. La Chambre des députés adoptera la réhabilitation de Dreyfus. Alors que mon prédécesseur, Henri Chéron, député du Calvados comme tant d'autres, dénonce ce crime comme le plus odieux de tous ceux qui aient été tentés contre la conscience humaine, à l'extrême droite, des voix s'élèvent contre cette réhabilitation. Des députés obstinément et volontairement aveugles qui exigent que l'affaire Dreyfus reste du domaine judiciaire, quand d'autres, à gauche, avaient appelé à sa condamnation à mort. À l'inverse, d'autres voix considèrent alors qu'il faut aller plus loin. C'est ce que demande à la tribune et sous les applaudissements Francis de Pressensé, qui souhaite que la Chambre vote des représailles contre les chefs militaires responsables des malheurs de Dreyfus et de Picard. Finalement, des accusations contre Alfred Dreyfus, il ne restera rien, sinon le courage d'un homme dont on a voulu l'anéantissement et qui resta debout, droit, digne. Aujourd'hui, mes chers collègues, cette proposition de loi est essentielle pour achever l'œuvre de justice qu'ont engagé nos prédécesseurs et la réhabilitation d'un homme qui a servi la France sous les drapeaux avec patriotisme, honneur et dévouement. Un homme qui aimait tant la France mais qui a été attaqué parce qu'il était juif. Le juif Dreyfus, dira-t-on, traite par fatalité et caricaturé dans les rues de Paris quand les mêmes antisémites scanderont « Mort aux Juifs, à mort le traître, à mort Judas ». Alors que la bête immonde de l'antisémitisme renaît dans notre pays, que les actes antisémites explosent, que les murs du mémorial de la Shoah ont été souillés encore ce week-end, cette proposition de loi est essentielle, car elle nous rappelle que le combat du capitaine Dreyfus, le combat contre l'antisémitisme, fléau qui pourrit notre société, n'est pas achevé. Cette proposition de loi est essentielle, car comme le soulignait le président Chirac, la réhabilitation de Dreyfus, c'est la victoire de la République, c'est la victoire de la France, c'est la victoire de l'unité de la France. Je n'ai demandé aucune faveur dans ma carrière. Je n'ai demandé que la justice se justifiait Dreyfus. Alors aujourd'hui, mes chers collègues, nous n'accordons pas une faveur au capitaine Dreyfus. Nous faisons œuvre de justice. Nous réparons la République là où elle a failli par antisémitisme. À la foule des Français qui criaient « Vive Dreyfus, vive la France !» le jour où il fut décoré de la Légion d'honneur, le capitaine répondit « Vive la vérité, vive la République !» Près de 120 ans plus tard, dans cet hémicycle, nous mettons nos pas dans ceux qui s'indignèrent et combatturent pour l'honneur d'un homme, pour la vérité, pour la République. Alors, mes chers collègues, je forme le vœu que nous votions à l'unanimité
et loin des polémiques politiciennes en faveur de l'élévation d'Alfred Dreyfus au grade de général de brigade à titre posthume. Avec mes collègues du groupe Horizon, nous voterons en faveur de cette proposition de loi avec la détermination, la conviction qu'exige le combat pour l'honneur d'un homme, pour le triomphe de nos valeurs républicaines. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous indique que sur le vote de l'article unique, je suis saisie d'une demande de scrutin public du groupe Ensemble pour la République que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à monsieur David Habib, député du groupe Liberté Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, soyons sincères, nous avons le sentiment que notre pays est divisé comme jamais, que ses valeurs sont malmenées. Pas un jour sans que soient rapportés des faits d'antisémitisme et de racisme. Pas un jour sans que nous sentions que ce qui fait l'unité, ce qui fait la force de la France est ainsi mis à mal. Comme si nous n'avions pas d'histoire, comme si nous n'avions pas de souvenirs. Dans ces moments, même si ce n'est pas suffisant, dans ces moments, il faut se raccrocher à ce qui fait notre patrimoine. Et l'affaire Dreyfus, parce qu'elle a donné à notre République ce qui fait ce corpus collectif, est l'un de ces instants fondateurs qui devrait lier notre nation tout entière. Au-delà du fait personnel, cette élévation au grade de général nous donne l'occasion unanimement de dire pardon à Alfred Dreyfus et de nous raccrocher au combat des Dreyfusards, de ces justes qui se sont levés et qui ont défendu la vérité. Nous nous souvenons que la République que nous voulons et que nous aimons est née du combat justement de ces Dreyfusards. Cette République issue de ces justes qui défendirent Dreyfus et qui ont rappelé que tous les Français sont égaux et doivent être jugés sur leurs actes et pas sur des préjugés. C'est la vérité qui l'emporte sur le mensonge. C'est la justice qui est promise à tous, sans distinction. C'est le courage qui gagne face à l'indignité et à la couardise. C'est juste, ce sont Lucie Dreyfus, bien sûr, mais aussi Jean Jaurès, Lucien Hère, Marguerite Durand, Émile Zola, et celui qui a inspiré le J'accuse de Zola, Bernard Lazare, ce journaliste juif socialiste, sioniste, et dont la statue a été profanée pendant la Seconde Guerre mondiale à Nîmes. Avec ce nez qu'on a extirpé de la statue pour l'envoyer à Maurras, comme une sorte de trophée que les pétainistes adressaient à l'écrivain. C'est juste, on fait notre République moderne. Et Madame la Ministre, puisque je dispose encore de quelques secondes et que j'évoque Bernard Lazare, je crois savoir que sa statue mériterait une réhabilitation là au sens premier du terme. Et je crois qu'il serait de bonne loi que le gouvernement et les élus locaux puissent s'y interroger. Ils nous ont légué, c'est juste, nous ont légué un refus du racisme, de l'antisémitisme. Ils nous demandent de dénoncer les propos scandaleux de tel ou tel élu, cette peinture sur les murs du musée de la Shoah, ou ce crime abominable commis ce week-end dans le Var. C'est juste, nous demandent d'être à la hauteur du message qu'il y a un siècle a traversé notre pays. C'est maintenant qu'il nous faut réparer, certes, la carrière d'Alfred Dreyfus, mais c'est maintenant qu'il nous faut nous incliner devant ces faiblesses multiples qui sont commises dans le pays et qui méritent, au contraire, que nous puissions nous élever collectivement pour dénoncer et l'antisémitisme et le racisme. C'est maintenant qu'il faut aussi réétudier l'affaire Dreyfus à l'école. C'est maintenant qu'il nous faut avoir sur cette question le plus grand effort pour nous permettre d'être à la hauteur de ce qui a été l'un des combats de la République. Et comme je souhaite être optimiste et que je veux rappeler ce que j'avais dit en commission, où j'avais cité Emmanuel Lévinas, ce philosophe juif français, qui avait rapporté les propos de son grand-père lituanien qui avait gagné la France. Emmanuel Lévinas a dit « Un pays qui se déchire pour sauver l'honneur d'un petit officier juif, c'est un pays où il faut rapidement aller.
C'est ça la France. La France, c'est ce pays où nous devons ensemble aller. Et c'est vers ce pays qui fait fi de ces différences, qui rappelle que tous les Français sont égaux, que notre pays doit unanimement exprimer sa volonté. Je remercie le groupe qui est à l'initiative de cette proposition de loi et le groupe Lyot la votera à l'unanimité. Merci beaucoup, mon cher collègue. La discussion générale est close. J'appelle dans le texte de la commission l'article unique de la proposition de loi. Il n'y a pas d'amendement, donc je vais mettre au vote directement la proposition de loi qui fait l'objet d'un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Alors j'attends que le dernier orateur regagne sa place. C'est bon, Monsieur le Président Coquerel, tout le monde est en place? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 197, exprimé 197, majorité 99, pour 197, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes. Pardon, monsieur le rapporteur? Oui. Ah, excusez-moi, monsieur le rapporteur veut dire un petit mot. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Très rapidement, je voulais, comme rapporteur dont la mission s'arrête maintenant, vous remercier toutes et tous, chers collègues, quels que soient vos parcours et vos philosophies politiques, pour ce vote unanime de la représentation nationale qui restera dans l'histoire de notre pays. Je voulais également appeler nos collègues sénateurs, l'autre chambre, à se saisir rapidement de ce texte. Je sais qu'il y a eu des initiatives, notamment du côté du groupe socialiste du Sénat, pour bien terminer, je l'espère, rapidement le travail. Enfin, je voulais vous dire, chers collègues, et également chère famille Dreyfus qui est en tribune, que je crois profondément que malgré les vicissitudes de notre pays actuellement, malgré les tiraillements, la République est grande quand elle sait s'élever au niveau de l'histoire, quand elle sait s'élever au-delà et au-dessus des contingences politiques, quand elle est capable aussi de réparer ses erreurs et quand elle regarde, cela a été dit, quand elle regarde notre République, son histoire en face. Vive la République, vive la France! Monsieur le rapporteur, la séance est suspendue. Voter, mais avec des réserves, puisque les élus du MoDem ont alerté contre une possible instrumentalisation de certains partis visant le Rassemblement national et la France insoumise. Ils ont refusé de prendre part au débat. La séance est levée. À très bientôt sur LCP.